Merci Bernard. Je crois que Guillaume a fait une superbe introduction, donc le travail va être facile. Alors, hier, on a parlé des chemins de l'innovation, et notamment avec les DES, et je pense qu'on est en train de reproduire exactement la même chose que l'histoire du DES avec les BVS. Parce que c'est une première génération, et on voyait qu'en fait, ce n'est pas tout à fait une première génération, puisqu'il y avait une première génération qui était la génération 1.0. Aujourd'hui, on a la 1.1. La 1.0, c'était celle du First in Man par John Ormiston en Nouvelle-Zélande, il y a presque 15 ans maintenant. Vous voyez qu'il y a des petites différences d'ailleurs entre la 1.0 et la 1.1. Vous voyez que celle-ci est plus flexible, et puis surtout, elle a une couverture qui est supérieure, et puis la force radiale également est supérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec cette première génération sur des lésions très simples, comme dans la corde B d'Absorb, à 5 ans, on a des très bons résultats. Pas de thrombose, pas de décès cardiaque et un TLR qui est extrêmement bas. Et bien sûr, c'était des lésions très courtes, 18 mm, très simples, pas calcifiées, faciles d'accès. Alors, Guillaume nous a parlé des avantages potentiels et des limitations. Bon, les avantages, je ne vais pas y revenir. C'est essentiellement la conformabilité et la disparition du stent. Et les limitations, bien sûr, sont celles de cette première génération. L'épaisseur, le ratio polymère surface de l'artère, la délivrabilité du fait de l'épaisseur, le fait qu'il faille déployer lentement, de faire des inflations longues, des post-dilatations et une capacité d'extension qui est limitée. Beaucoup plus que le stent métallique. Alors, quels sont les problèmes de cette première génération? C'est qu'on a deux diamètres, 2,5, 3,0, 3,5, mais le 2,5 et le 3,0 sont le même BVS serti sur deux ballons différents. Des longueurs qui sont assez limitées, jusqu'à 28 mm, et puis surtout une épaisseur, donc l'épaisseur de l'anneau, 157 microns, mais vous voyez que la largeur de l'anneau est encore plus importante, 190 à 216, et puis des connecteurs à 140. Alors, si on regarde maintenant la structure de ce BVS, et je pense que c'est très important de l'avoir en mémoire, donc c'est des sinusoïdes. Donc chaque anneau est 6 sinusoïdes qui sont relayés, connectés par des connecteurs. Il y en a 3 par sinusoïde. Et vous avez donc la paire de marqueurs en platine qui vous permettent de repérer la partie proximale et distale. Mais bien entendu, le BVS n'est pas visible. Alors, c'est important d'avoir ça en mémoire, parce que lorsque vous faites de l'OCT, vous voyez non seulement les sinusoïdes, mais vous voyez aussi les connecteurs. Sauf si vous êtes juste au niveau des connecteurs, où là, vous n'avez que 3 connecteurs. Et donc, parfois, on peut faire des erreurs lorsqu'on n'a pas compris cette structure. La deuxième chose, c'est qu'entre chaque sinusoïde, vous avez 1 mm, et puis donc les connecteurs entre les deux. Et bien entendu, lorsque vous allez sous-dimensionner, par exemple un 3,0 à 2,5, puisque c'est le même BVS, eh bien vous avez une surface de couverture qui est beaucoup plus importante. Et si en revanche vous surdilatez votre BVS, eh bien vous allez allonger vos sinusoïdes et donc avoir une couverture beaucoup moins importante. Alors, quelles sont les limitations d'usage du fait des connaissances de cette structure? Je crois que c'est très important. La première, c'est les petites artères. Pourquoi? Parce que vous avez, avec votre BVS de 3,0 serti sur un ballon de 2,5, vous avez une couverture de l'artère lorsqu'il est déployé à 2,5 de 36%. Donc c'est un ratio extrêmement important. Si on le compare au ratio qu'on a aujourd'hui avec des stents métalliques, on est de l'ordre de 12 à 15%. Alors bien sûr, lorsque vous êtes votre BVS de 3 déployé à 3, eh bien vous avez un ratio à 30%, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Et c'est seulement si vous le post-dilatez jusqu'à 3,5, donc vous faites un POT avec Olivier Darmon, eh bien vous arrivez à 26% de couverture, ce qui reste quand même une couverture relativement élevée. Et bien entendu, on comprend pourquoi, lorsque dans Absorb 3, on a vu qu'il y avait des excès de thrombose, eh bien les excès de thrombose, ils sont avec les petites artères. Donc les artères de moins de 2,25, vous avez 4,6% de thrombose contre 1,5% avec le Xience. Donc il y a aussi des thromboses avec le Xience, mais bien sûr beaucoup plus parce que ce ratio polymère-artère est très élevé. En revanche, pour les artères de plus de 2,25, eh bien vous voyez, il n'y a pas de différence à 1 an en termes de thrombose, 0,6% avec le Xience, 0,9% avec l'Absorb. Il faut une apposition parfaite. Alors bien sûr, c'est complètement logique. Vous avez des struts qui sont très... Et vous voyez dans ce papier très récent publié dans Raw Intervention, le
le facteur principal de thrombose, lorsqu'il est retrouvé a posteriori, c'est la malposition. Et en deuxième position vient la lead discontinuity, donc la déstructuration du stent à long terme, mais qui est aussi très liée au problème de la malposition. Et vous voyez que la sous-expansion est aussi un facteur extrêmement important. Alors, qu'en est-il des lésions longues? Parce que finalement, beaucoup d'opérateurs se sont dit c'est la solution idéale pour les lésions longues, mais bien sûr, il faut connaître notre BVS et savoir que, par exemple, toujours avec le BVS de 3 serti sur un ballon de 2,5, si vous faites un overlap, eh bien, vous avez une réduction de diamètre qui est très importante. Et vous voyez, en surface, vous avez une perte de 44% de la surface si vous faites un overlap. Donc, il faut absolument éviter les overlaps. Et bien entendu, c'est très compliqué à cause des marqueurs qui ne sont pas aux extrémités. Vous voyez qu'il y a 0,3 mm entre le marqueur le plus distal et l'extrémité du BVS en distalité et 1,1 mm en proximalité. Ce qui fait que ça complique un peu les choses lorsque vous mettez deux BVS en tandem, un distal puis un proximal. Si vous faites marqueur à marqueur, vous voyez, vous avez un overlap très important. Et donc vous imaginez avec vos 150 microns plus 150 microns de chaque côté, on arrive à 600 microns, 0,6 mm de perte. Donc la solution qui est proposée par certains, c'est de faire bord à bord. Et vous voyez que bord à bord, vous avez un overlap également. Et moi, je pense que la meilleure solution, c'est de faire minimal gap, qui est donc de positionner le stent pour avoir notre 1 mm entre chaque sinusoïde, ce qui fait qu'on n'a pas d'overlap, mais une bonne couverture du stent. Qu'en est-il des bifurcations? Je pense que Olivier a donné la solution. C'est la même chose. Bien entendu, du fait de la structure du BVS, si vous faites un kissing, eh bien, vous avez des fractures de stent, de BVS. Et donc là, ça pose un gros problème. Et on a appris par John Ormiston, qui a testé ce BVS sur les bifurcations, que lorsqu'on faisait un mini-kiss, snuggle technique, donc les deux ballons s'épaulent l'un l'autre, mais sans se chevaucher, eh bien, vous pouvez avoir un très bon résultat sans fracture de BVS. Et donc, ces recommandations, avoir fait des tests multiples, c'est pour un BVS de 3 mm, on peut faire un pot à 3,5 avec un ballon non compliant sans dépasser 20 atmosphères. On peut ouvrir les mailles d'un BVS de 3,0 avec un ballon non compliant de 3,0 sans dépasser 10 atmosphères. Et si on fait un mini-kiss, eh bien, il ne faut pas dépasser 5 atmosphères, voire même 4 atmosphères, puisqu'il y a quelques fractures à 5 atmosphères. Mais bien entendu, l'alternative, c'est le pot-side-pot, comme l'a dit Olivier, et je pense que c'est la solution la plus élégante et la plus efficace et aussi la plus simple. Et voilà le résultat sur le banc de Pascal et Olivier. Vous voyez, donc après un snuggle, vous avez une bonne apposition, pas de fracture, une jolie ouverture du BVS vers la branche secondaire, et vous pouvez obtenir exactement le même type de résultat avec le pot-side-pot. Alors finalement, quand et comment utiliser le BVS? Je crois que c'est relativement simple. Il faut traiter des lésions simples, d'accès simple, qui ne sont pas calcifiées, qui ne sont pas longues, des artères coronaires qui ne sont pas trop petites et pas trop grosses, puisque vous connaissez les limites du BVS. Vérifier que la lésion se laisse prédilater, je pense que c'est fondamental, et pas hésiter à faire des stent boosts pour voir s'il y a des calcifications. Un déploiement lent, bien sûr, c'est la recommandation usuelle. Préférer le minimal gap pour les lésions longues et pas d'overlap. Faire des inflations longues, et je pense que c'est fondamental, des post-dilatations, et bien s'assurer qu'on a un résultat parfait. Pour les bifurcations, le pot-side-pot, comme on l'a dit, et donc résultat parfait à l'angiographie, et si besoin, il faut faire une OCT si on a un doute. Et ça, c'est ce qu'on appelle PSP aujourd'hui, ça a été le 4P, le 5P, c'est toujours la même chose, il faut bien préparer la lésion, bien sizer le BVS et avoir un résultat optimal. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous encourage à lire cet éditorial qui vient d'être publié dans Eurointervention. What determines long-term outcomes using fully biodegradable scaffolds, le device, l'opérateur ou la lésion. Je vous remercie.